Delphine Liu. Changements ont vu dans les entreprises. La loi réformant le dialogue social a été adoptée hier par les députés. Pour l'analyser, la décortiquer, Joseph Touvenel est le premier invité du Grand Journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la CFTC. Alors on s'en souvient, le gouvernement avait repris la main suite à l'échec des négociations entre organisations patronales et syndicats. Est-ce que vous n'êtes pas quand même un peu amer? Pas amer, déçu parce qu'il y a eu un échec. La responsabilité, elle est patronale et syndicale. Ça montre bien l'état de la négociation dans notre pays, cette incapacité à construire ensemble. C'est pas nouveau, mais c'est regrettable. Ça, c'est un échec. On va en parler tout à l'heure, effectivement. Ensuite, le gouvernement prend la main. Il y a des choses qui sont bien dans la loi, mais faut pas se leurrer. C'est pas ça qui va faire repartir l'économie française et celle des entreprises. Quand on voit la crise dans l'agriculture, tant qu'on tolérera au sein même de la zone euro une concurrence déloyale en matière fiscale, en matière sociale, en matière environnementale, on aura beaucoup de mal. Donc cette réforme, c'est une réformette? C'est une réforme à la marge, mais ça participe à l'idéologie qui nous dit le problème de la France, c'est le code du travail français. Oui, le code du travail, on peut le simplifier, comme il faudrait simplifier d'ailleurs tous les autres codes. Il est quand même très épais. Oui, pas plus que le code des impôts, pas plus que le code de la construction, pas plus que le code du commerce. C'est peut-être voilà. Là que le bas blesse, finalement. C'est très français. Mais il blesse, voilà. Alors c'est un problème global. L'inflation, mais cela dit, des textes. De quoi ont besoin les entreprises? Elles ont besoin de produire des choses qu'on achète ou des services que les gens veulent. Le reste, c'est relativement de la littérature. Alors la littérature peut améliorer les choses, mais à la marge. Là, on va améliorer quand même le dialogue social sur un certain nombre de points. C'est bien. Alors ces points, on va essayer de les voir. Tout dépend effectivement d'une manière générale de la grosseur des entreprises. Tout n'est pas la même chose selon qu'on ait une TPE, une PME ou une grande entreprise. On va commencer par les grandes entreprises, si vous le voulez bien, Joseph Touvenel. Est-ce qu'on peut parler d'agenda social un peu à la carte, sachant que maintenant les grandes entreprises pourront finalement négocier en leur sein, à condition qu'un accord majoritaire se dessine? Mais ça, c'est pas plus mal. Laissez aux gens qui sont praticiens dans l'entreprise, c'est-à-dire la direction et les représentants du personnel, choisir les sujets prioritaires, ceux sur lesquels ils vont insister plutôt que d'autres, c'est du bon sens. Hier, il y avait encore des obligations. Alors, comment ça se passait dans la vie réelle? C'était des obligations formelles, parce que quand il n'y avait pas besoin de discuter de tel et tel sujet, on n'en discutait pas, ou on faisait de la forme. Donc ça améliore un peu les choses, effectivement. S'il y a accord pour passer un sujet, au lieu de le voir tous les ans, on le verra tous les 2 ans. S'il y a accord, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en discuter tous les ans, ça va assouplir un peu les choses et c'est bien. Et alors, si c'est du bon sens, pourquoi ne pas le transposer également dans les PME? Dans les PME, ils peuvent faire exactement la même chose. Moi, je suis issu des PME. C'est comme ça que ça se passe. Mais la violence des idéologies en France, entre partenaires sociaux, fait que ce sont des blocages. Et le dialogue social, c'est d'abord la volonté de dialoguer et d'arriver. Alors, on l'organise, mais effectivement, dans une PME, comment ça se passe? Quand j'étais dans mon comité d'entreprise d'une entreprise de 150 personnes, on traitait des sujets qui méritaient d'être traités. Le reste, même si le code du travail écrivait qu'on devait en parler, on n'avait pas le temps d'en parler, on n'en avait pas envie. Ça, c'est la réalité du terrain. Donc, est-ce que la délégation unique du personnel, qui va donc être instaurée dans les PME, va changer quelque chose? C'est donc, là, on regroupe ce qui était comité d'hygiène, etc., avec les délégations de personnel. On regroupe le comité d'entreprise, les délégués du personnel, le comité d'hygiène et de sécurité en une instance. Toujours ma petite vie. Dans mon entreprise de 150, en toute illégalité, c'est ce que nous faisions. On n'allait pas faire 3 réunions différentes sur 3 instances différentes où c'était les mêmes qui siégeaient. Donc on met dans la loi ce qui est du bon sens. Alors certains disent, oui, mais l'hygiène, la sécurité, on le laisse tomber. Pas du tout. Il y a exactement les mêmes prérogatives. C'est ce que la CFTC avait demandé. On était d'accord pour simplifier, dans la mesure où, parce que les conditions de travail, l'hygiène, la sécurité, c'est essentiel, dans la mesure où on conserve dans la loi les prérogatives, les missions et les moyens. A priori, c'est ce qui a été voté. Je dis a priori parce que sur tout ce texte de loi, les décrets d'application vont être essentiels. Si les décrets d'application nous disent bien que l'ensemble des missions, prérogatives et moyens de l'hygiène et de la sécurité sont repris par l'instance unique, alors c'est bien.
Il ne faudrait pas qu'au passage on essaye d'en enlever. Ça serait négatif. Alors l'une des grandes modifications de ce texte, c'est qu'il va donc instaurer une représentation du personnel dans les TPE via une commission régionale de dialogue social. Le patronat a été vent debout contre cette mesure en disant là là, on n'a pas besoin de ça pour parler à nos employés, on le fait tous les jours, on vous remercie. La CGPME redoute notamment l'ingérence dans le quotidien des PME. Qu'est-ce que vous en pensez, Joseph? Alors déjà qu'il y ait un dialogue pour les plus petites entreprises, c'est utile, c'est même nécessaire. L'idée de la CFTC, par exemple, c'est de dire mon boucher, il n'a pas les moyens d'aller voir Madame UGC pour lui dire voilà, j'ai 2 commis en boucherie, qu'est-ce que vous me faites comme prix de cinéma? Si on réunit ces gens-là sur un territoire, ils vont pouvoir aller voir Madame UGC et ils obtiendront des avantages pour leurs salariés. C'est-à-dire que ça peut être la possibilité que des salariés qui aujourd'hui n'ont pas de comité d'entreprise puissent avoir les mêmes avantages qu'un comité d'entreprise, en mutualisant. Ça, c'est intelligent. Le problème, c'est que c'est pas dans la loi. Alors, que vont faire ces comités régionaux et surtout, comment vont-ils fonctionner? Ils n'ont aucun pouvoir. Enfin, c'est un lieu de médiation, de conseil. Oui. Il n'y a pas vraiment de pouvoir. Ils sont 130 représentants syndicaux pour couvrir 3 millions d'entreprises, 5 heures de délégation par jour. C'est une coquille vide, cette affaire. Ce qui a été mis en place, enfin ce qui est mis en place là, d'abord ça existe déjà pour les artisans et ça fonctionne pas mal. Donc il ne faudrait pas tuer ce qui fonctionne chez les artisans parce qu'il y a une mesure qui est un peu idéologique. Maintenant, elle est votée, que va-t-on en faire? Et la première question que pose la CFTC, c'est bien beau d'instaurer des comités régionaux en nous disant ils vont fonctionner, ils vont faire des réunions. Oui, mais avec quels moyens? Qui va payer les locaux? Qui va payer les secrétaires, le matériel? Tout ça n'est pas résolu. Rien n'a été donc on est un prévu peu. à ce sujet. Voilà. Alors allez, nous ce qu'on dit, c'est rassemblons tous ces gens et voyons comment on peut offrir aux salariés des petites entreprises des services en mutualisant les besoins. Ça ne coûte rien aux entreprises. C'est mon exemple du cinéma avec Madame UGC ou qui vous voulez. Nous on va en profiter pour ça. On ne croit pas trop au reste. On ne croit pas, ça va pas être la révolution, on va pas aller débarquer comme ça dans les petites entreprises, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça la vie. Mais si on peut faire des choses intelligentes en ouvrant à ses salariés des droits qu'ils n'ont pas aujourd'hui, ça sera bien. La grande idée de cette réforme, c'était aussi de donner plus de voix aux salariés, au conseil d'administration. On a abaissé les seuils à partir duquel donc les administrateurs salariés pourront accéder à ces conseils d'administration. Donc on est passé de 5 000 à 1 000. C'est une excellente chose. J'imagine que c'est une vieille demande de la CFTC. Demain. C'est la participation des salariés aux grandes orientations de l'entreprise. Nous, on pense qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs et que les salariés dans les instances, non pas pour diriger, c'est pas leur rôle, mais pour peser sur la réflexion, peuvent amener autre chose que les actionnaires. Les actionnaires ont leur utilité, mais on va avoir un actionnaire, il va demander d'avoir un maximum de bénéfices en un minimum de temps. Les salariés vont peut-être avoir une vision plus pérenne de l'entreprise. Et en associant les deux, on arrive à avoir des choses plus équilibrées. C'est ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, c'est pas 1 ou 2 représentants. Dans les entreprises de plus de 2000 salariés en Allemagne, la moitié du conseil d'administration est composée de syndicalistes. L'autre moitié représentant les actionnaires. J'ai pas remarqué que ça marchait plus mal en Allemagne. Ils sont peut-être mieux formés également, ces syndicalistes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation? De formation et d'idéologie. En Allemagne, ils raisonnent sur le bien commun. La collectivité de travail est essentielle, est importante. Nous, en France, malheureusement, on est toujours en partie sur la lutte des classes. L'anarcho-syndicalisme a encore de beaux jours devant lui. Le syndicalisme, il a de beaux jours devant lui. Ce que j'espère, c'est que le syndicalisme intelligent a de beaux jours devant lui. Et je m'adresse aussi au patronat. Parce qu'à mon sens, aujourd'hui, le mouvement de lutte des classes le plus riche en France, c'est le MEDEF. Qui n'arrive pas. Le MEDEF freine pour avoir 1 ou 2 représentants des salariés dans les conseils d'administration. Ils n'osent pas discuter avec leurs propres salariés, c'est ça qu'ils nous disent. Mais ça, c'est une vision passéiste. On n'est plus au 19e siècle. Il faut que les salariés, avec aussi les représentants des actionnaires, c'est légitime, bâtissent ensemble l'avenir des entreprises. La grande idée aussi, une des grandes idées de cette réforme, c'est la sécurisation de l'emploi. Et on a vu la création du compte personnel de formation. Elle a été créée le 1er janvier. 2000 personnes pour l'instant. Il y a 1,5 million de comptes personnels qui ont été ouverts à la mi-juillet, alors qu'on a 23 millions de potentiels. C'est un énorme flop.
Alors c'est pas un énorme flop, c'est parce qu'on change les mentalités, on change, ça va monter en puissance petit à petit. Et petit à petit, les gens vont prendre conscience qu'ils ont un compte de formation, ils ne le savent même pas aujourd'hui, qui leur est personnel. C'est-à-dire que les droits à la formation, hier, quand je quittais l'entreprise, je perdais tous mes droits. Aujourd'hui, je peux quitter une entreprise et si j'ai acquis des droits à la formation, je les conserve. Ça, c'est très utile. C'est très bien parce que ça permet aux gens, éventuellement, d'évoluer professionnellement au sein de l'entreprise ou en dehors. Quand j'arrive chez un employeur, en cherchant un nouveau boulot, en disant, ben voilà, pour la formation, j'ai le droit à tant d'heures qui ne vous coûtent rien, ça aide quand même à trouver du travail. Mais ça se fera sur la durée. C'est aussi un peu un changement de mentalité. Les mentalités, elles ne se changent pas par un décret du jour au lendemain. Il va falloir une montée en puissance. Mais ça, c'est un bon dispositif. Attacher des droits à la personne plutôt qu'à l'entreprise. Ce qui fait que la personne, le salarié, quelles que soient ses ruptures professionnelles, il conserve un certain nombre de droits. Ça lui permet de mieux s'engager dans la vie active, de mieux construire sa carrière professionnelle, parce qu'il a des sécurités qui lui appartiennent. Cette loi qui vient d'être adoptée, c'est un peu la saison 1 de la réforme du dialogue social. La saison 2 va arriver avec un rapport très attendu. C'est le rapport Combrexel, qui est le président de la Chambre sociale du Conseil d'État. Là, on va s'atteler vraiment au contenu et plus vraiment au cadre de la négociation. Qu'est-ce que vous en attendez ? Déjà, M. Combrexel, c'est l'ancien directeur général du travail, il connaît très bien son sujet. Tout le monde le dit. Donc, il est tout à fait légitime, il a une vraie légitimité. Non seulement il avait un poste, mais il occupait sa fonction très bien. Maintenant, moi j'attends le contenu du rapport. Si c'est pour décider à la place des uns et des autres de ce qu'on doit négocier, ça ne marchera pas. Si c'est pour aider et pousser à aller sur la négociation, c'est-à-dire le dialogue social. On ne peut pas bâtir une entreprise sans dialogue, sans se parler, sans avancer ensemble. Et on ne peut pas, au niveau de notre pays, il y a véritablement, on l'a vu avec l'échec de la dernière négociation interprofessionnelle, celle qui a donné cette loi, il y a véritablement un problème de pas... On a une certaine incapacité à mettre les choses sur la table et à s'affronter collectivement à la réalité. Ce que les syndicats semblent redouter, c'est qu'il y a un droit social à la carte, c'est que chaque entreprise finalement fasse son petit code du travail dans son coin. Ça serait très mauvais, mais ce serait mauvais pour les salariés et pour les entreprises, parce que ça voudrait dire que les entreprises sont en compétition directe sur le social et celui qui fait du moins-disant social va couler celui d'à côté. Mais je ne pense pas que c'est ce qui sortira. Sans doute qu'on va confier au niveau des branches un peu plus de souplesse. Qu'est-ce qu'on demande en fait? C'est d'avoir des textes qui nous donnent des règles au niveau national. Et qu'ensuite ces règles soient reprises dans les branches, parce que les branches c'est des métiers que les uns et les autres connaissent. Ça c'est aussi intelligent, me semble-t-il. Si le rapport Combrexel va dans ce sens pour la CFTC, ça sera une bonne chose. Je ne pense pas qu'on aille à nous dire, chacun dans son entreprise va bidouiller son truc. Je reprends mon boucher. Vous imaginez que mon boucher, il a la capacité de bâtir des textes sociaux avec la complexité du social, parce qu'on est dans un monde complexe? Certainement pas. Il a besoin de branches professionnelles qui régulent les choses. C'est vrai que les patrons ont souvent tendance à voir la négociation interprofessionnelle comme une machine à fabriquer de la complexité, toujours de nouvelles usines à gaz. On l'a vu notamment avec le compte pénibilité. Oui, mais regardez bien. Ce qui a été négocié, le compte pénibilité négocié, c'est pas la machine qu'en a fait le législateur. La complexité, elle est née du législateur. Alors maintenant, le législateur est en train de revenir en arrière et de resimplifier les choses. Mais ce qu'on avait négocié, c'est pas ce qui a été mis en place. On n'a jamais négocié le fait que dans une entreprise, on devait tous les jours marquer combien de fois telle personne levait le bras. Ça, c'est le législateur qui l'a inventé. Je me demande s'ils ont beaucoup travaillé en entreprise pour pondre ce genre de choses. Et ça démontre quoi? Ça démontre qu'on est beaucoup plus efficace et beaucoup plus concret dans la négociation entre partenaires sociaux que quand on laisse la main entièrement au Parlement qui s'enferme dans des détails qui arrivent à nous faire des usines à gaz. On évoquait tout à l'heure donc l'échec des négociations entre patronat et syndicats qui ont donc mené le gouvernement à reprendre la main sur cette réforme du dialogue social. On a l'impression que syndicats et patronat n'y croient plus à ce dialogue social qui avait été pourtant érigé par François Hollande au début de son quinquennat. C'est pas François Hollande, le dialogue social. Non, mais il a dialogue social, fait un de ses axes de son Le dialogue social, il existe en fait depuis qu'on a des relations un peu civilisées en entreprise. Oui. Moi, j'en suis un fervent partisan parce que je pense que c'est la seule méthode.
faire travailler les uns et les autres ensemble, se parler et prendre les problèmes qui sont nos problèmes collectifs ensemble. Effectivement, là-dessus, il y a des idéologues qui, chacun dans leur coin, regardent l'autre comme un adversaire, alors qu'on n'est pas adversaire, on est partenaire. Et ne veut pas avancer, ne veut prendre aucun risque. Nous, on est prêt à prendre des risques, d'ailleurs, on en prend tous les jours, mais il faut que ces risques ils soient partagés, réfléchis. Puis il y a des travaux qui se font à côté. Il y a une commission économique avec laquelle on fonctionne, avec le MEDEF, la CGPME, qui fonctionne pas mal, qui a des bonnes idées. Et ça, c'est très efficace, c'est très concret. Ça se voit moins que les grandes négociations où il y a tout un côté théâtre. Hein. Et ça, c'est dommage. Mais ça, c'est très français. Premier jour de la négociation, on sait que les syndicats vont partir mécontents parce que les propositions patronales sont des propositions de régression. Et on perd 3 mois en faisant un cirque comme ça. Ça, faudrait le changer. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas, Joseph Tournel, de venir nous voir. Vous êtes vice-président de la CFTC. On attend donc la remise du rapport Combrexel, qui sera donc la saison 2 de la réforme du dialogue social. Restez avec nous. Le grand journal continue, bien sûr, après.